20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soubentou, bonsoir. Bonsoir, chers Tidiane, bonsoir, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres de cette édition d'information. Pape Diop, brocard de la politique agricole du gouvernement du Sénégal. Le leader de Bokk Gis Gis soutient que l'autosuffisance alimentaire prônée par le régime en place pour 2017 est une utopie. Bien, mais peut mieux faire. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal juge les 3 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal. Pas question, par contre, pour la CSA qu'on touche à l'impôt sur le revenu. Dans ce journal, une large fenêtre sur l'obtention du permis de conduire au Sénégal, en secteur gangréné par la corruption. Le service des mines entend prendre ses dispositions par rapport à cela. Et puis en fin d'édition, à suivre le dossier économique du mardi qui s'intéresse aujourd'hui à la coopération économique entre États. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire, l'autosuffisance en riz en 2017, une utopie selon Pape Diop de la Convention démocratique Bokk Gis Gis. Cher Tidiane, impossible. Pourquoi? Parce que pour le président de Bokk Gis Gis, les autorités sont incompétentes, incapables aussi de gérer une bonne campagne agricole. La preuve, cette présente campagne est catastrophique. Pape Diop était en conférence de presse. Le compte rendu est signé à Diatala Thierno Laurent Mendy. La Convention démocratique Bokk Gis Gis tire la sonnette d'alarme sur la situation dans le monde rural. De l'avis de son président Pape Diop, les paysans ont connu la pire campagne de commercialisation des produits agricoles. Il interpelle le gouvernement et l'exhorte à faire du monde paysan une priorité. L'État n'a pas pris toutes les dispositions pour que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions. Les quelques paysans qui ont mis leurs graines au niveau des différents points de collecte restent sans rentrer dans leurs fonds avec des bons impayés, et le reste des paysans écoulent leur production à des prix largement inférieurs au prix officiel qui a été fixé. Pape Diop va plus loin en déclarant que l'autosuffisance en riz en 2017 n'est qu'une chimère à cause de l'absence d'une politique adéquate. On ne peut pas prétendre en 2 ans aller à l'autosuffisance. Actuellement, nous avons une production de riz paddy qui tourne autour de 600 000 tonnes. Donc cela veut dire que nous avons une production de riz blanc qui tourne autour de 400 000 tonnes. Alors que les besoins sont évalués à 1 300 000 tonnes. Faites le calcul et vous verrez que cela, peut-être même en 5 ans, est impossible. Il faut maintenant que nous y travaillons pour que le Sénégal arrive un jour à être autosuffisant en matière de riz, et même pour les autres spéculations. En marge de la conférence de presse de Bokk Gis Gis, le parti a enregistré des adhésions, notamment des démissionnaires du Parti démocratique sénégalais, de l'APR et du Modèle dans le département de Koungheul. À Diatala, nous restons avec le président de la convergence Bokk Gis Gis. Transfert de la gare routière pompier à Beau Maraîcher pour Pape Diop, tout simplement un détournement d'objectif. Oui, Astemben, l'ancien président du Sénat, soutient que ce site devrait plutôt abriter le transport urbain pour accompagner Beau Maraîcher. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Thierno Laurent Mendy et à Diatala. Faire un programme comme le PSE et le démarrer avec la construction de logements sociaux représentés par des tours me paraît une aberration, parce que ce n'est pas dans notre culture d'habiter dans des logements sociaux en tour. La gare routière de pompiers était destinée à accompagner la gare routière des Beaux Maraîchers. Elle devait être transformée en une gare urbaine. Dans le projet initial, je dis. Malheureusement, cette gare routière a été bradée, parce que si l'on considère le prix réel de vente de cette partie de la ville de Dakar, nous aurions estimé au moins le mètre carré à 1 million. Alors que l'État du Sénégal a vendu toute cette assiette foncière à moins de 1 milliard de francs CFA.
Politique, toujours les réorganisations dans les formations politiques à la mode ces derniers temps. C'est le cas au Parti Socialiste et à l'APR. Et donc s'interroge à semaine sur la motivation. Alors, prépare-t-on la présidentielle de 2017 pour Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste? Rien à voir, vu que ce n'est même pas sûr qu'il y ait élection en 2017 pour l'APR. C'est tout simplement une restructuration pour une massification de leur parti politique. Fatima Taba a rencontré les leaders politiques de ces deux partis. Après le PS, l'APR restructure son secrétariat exécutif national. De nouveaux membres font leur entrée. La plupart d'entre eux sont des maires. Une manière de massifier le parti. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, en tant que parti, c'est trois choses. Massifier le parti, garantir son extension sur l'ensemble du territoire national et au niveau de la diaspora. De nouveaux camarades qui ont été brillamment élus maires dans leurs localités respectives ont été promus au rang de membres du secrétariat exécutif national. Abdoulaye Wilane se veut clair, le PS n'est pas un parti comme les autres. Il précise que dans son parti, la restructuration se fait tous les 4 ans. Nous, ce que nous faisons, c'est pour faire vivre le parti au quotidien et répondre à la vocation et à l'organisation d'une formation politique digne de son nom. Maintenant, que d'autres, après avoir vu ce que le PS a fait, aient des idées ou été inspirés, bon, c'est leur droit. Cette série de réorganisation dans certaines formations politiques intervient à quelques encablures de 2017. Serait-elle liée à la présidentielle? Nous ne sommes pas dans une logique de 2017. Madame, aujourd'hui, le débat a été pollué par 2017. Nous sommes en 2015. Les Sénégalais vivent en 2015. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution à leurs préoccupations? Malgré la volonté politique proclamée, réaffirmée du président Macky Sall, en 2017, le rendez-vous sûr, inéluctable, c'est qu'il y aura des élections législatives. Pour une présidentielle, c'est à condition qu'il faut des préalables. Ces préalables ne sont pas encore réunis. Est-ce que la loi prévoit cela? Est-ce qu'il y a modification des dispositions constitutionnelles? Coïncidence ou simple hasard, une chose est au moins sûre, le PS et l'APR font partie des plus grandes formations politiques de ce pays. C'est une lapalissade de dire que la vocation d'un parti est d'aller à la conquête ou reconquête du pouvoir. Et puis les précisions de Luc Sarr sur la nomination d'Aminata Touré comme chargé de mission. Le conseiller du président parle plutôt de promesses en l'endroit de l'ancien Premier ministre du Sénégal. Nous l'écoutons. Le président n'a pas nommé Mme Aminata Touré hier. Attention, j'ai vu dans la presse du jour, malheureusement, des fuites ont été apparentes et maladroites et desservent l'État du Sénégal et le président de la République. Ce que du reste, je dénonce avec force. Cela n'est pas juste. Ce que le président a fait hier au secrétariat exécutif national, c'était de partager avec nous son projet de nommer par un décret et en conseil des ministres Mme Aminata Touré. Il a partagé, il a dit que je compte nommer. Et les gens ont dû ruer sur les brancards et vendre la mèche pour en faire un buzz. Je vous le disais également en sommaire, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal juge mitigé les 3 ans de Macky Sall à la tête du pays. Avec ses hauts et ses bas, alors pour le secrétaire général de la CSA, l'État doit mettre en œuvre les outils de stabilité sociale retenus pour le bien-être des Sénégalais et pour le bien-être de l'université sénégalaise. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal joue la carte de la médiation entre le SAES et le ministère de l'Enseignement supérieur. Compte rendu de la conférence de presse de la CSA, Aminata Mbaré Sow, Thierno Laurent Mendy. La crise naît de la loi cadre sur les universités publiques sénégalaises, un des points évoqués au cours de cette conférence de presse. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, par le biais du Sud-Est, offre sa médiation pour une sortie de crise. Nous avons rencontré une délégation commune du SAES et du Sud-Est pour discuter avec eux sur cette loi, sur l'état de la lutte à l'université. Et à la suite de cette rencontre, nous avons rencontré le mardi dernier le ministre de la fonction publique à 9h pour discuter avec lui sur cette question et appeler le gouvernement à un peu plus d'ouverture sur la question. Et le même jour, à 19h, nous avons rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur.
Donc nous sommes dans une position de médiateur et vous comprenez que dans cette position de médiateur, les prises de position publiques ne sont pas préférables. Cette rencontre avec les journalistes, une occasion pour évaluer les 3 ans de Macky Sall au pouvoir. La baisse des prix des denrées de première nécessité, des pas ont été faits, même si nous considérons qu'il y a encore à faire. Nous avons salué en son temps également la baisse de la fiscalité sur les salaires, tout en dénonçant et rejetant le discours guerrier que nous avons entendu à la fin de l'année 2014 sur les salaires, parce que nous considérons que jusqu'à présent, il y a des disparités certes, mais ce qui crève le plafond, il ne faut pas le voir du côté des travailleurs moyens, il faut le voir surtout du côté des responsables de l'État. Face à la tension sociale qui perdure, le secrétaire général de la CSA plaide pour une mise en application des différents outils de stabilité sociale déjà existants. C'est le pacte national de stabilité et d'émergence, c'est le pacte républicain qui est sorti des assises de l'éducation, mais ces outils de stabilisation, si le gouvernement ne fait pas d'efforts pour les mettre en œuvre, mais il va de soi que la valeur d'une arme dépend de celui qui la tient. Cette conférence de presse de la CSA fait suite à la réunion du bureau confédéral du 24 janvier 2015. Mamour Diouf et ses collaborateurs invitent également les acteurs politiques à un dialogue fondé sur le respect des institutions de la République. Aminata Mbaré Sow, Journée internationale de l'Internet, la presse en ligne veut un statut clair, Cheikh Tidiane, pour un avenir meilleur. Puis à cela passe par un cadre juridique et le respect de la charte d'éthique. Des recommandations sont formulées en vue de protéger la presse en ligne au Sénégal. L'appel était ce matin en atelier régional, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Rapidité, réactivité, les sites internet informent le public en temps réel, une concurrence rude, un accès gratuit, lieu de toutes les dérives. Les professionnels de la presse en ligne sonnent l'alerte. On a fait une catégorisation de la presse en ligne, donc on connaît les différentes catégories, que ce soit l'agence de presse, le journal en ligne, le portail, la web TV et la web radio. Donc aujourd'hui, on a les différentes catégories de la presse en ligne et on a également un cadre pour la régulation. Réguler pour sauver la profession, c'est bien possible, mais à condition de bien former. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent, en notre sein, on peut discuter puis voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. L'instance de régulation, c'est des règles. Il faut que les règles soient formalisées. Et que quand les règles sont formalisées, il faut que chacun se sentent obligés de les appliquer correctement. Donc il faut qu'un environnement de formation, un environnement pédagogique soit mis en place pour que tous les acteurs impliqués puissent comprendre les règles et savoir qu'il est fondamental que la morale soit à la base de toute l'organisation de la régulation. Des efforts consentis, un cadre de concertation existant, le gouvernement promet d'appuyer. Tout ce qui sortira de ces échanges sera porté aux autorités. Je veux dire, le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne s'arrêtera d'informer le président de la République. Parlementaires, gouvernement, organes de régulation mobilisés pour accompagner le toilettage de la presse en ligne. Les recommandations seront mises en œuvre pour plus de rigueur et de responsabilité. Nous parlons de toute autre chose à Soumbentioub, la porosité de nos frontières, une menace selon le ministre de l'Intérieur. Une porosité des frontières, Cheikh Tidiane, une circulation des armes et la permanence des attaques de Boko Haram, beaucoup de facteurs qui menacent le monde. Alors, pour le comité de pilotage de la lutte contre le terrorisme, il faut une solidarité entre les pays pour faire face à la violence. Compte rendu de cette rencontre, Salimata Aoussek, Modou. Le terrorisme, une menace dans le monde. Il est constaté en Europe et en Afrique avec la montée en puissance de Boko Haram, un groupe qui menace la paix et la sécurité, une peur qui s'accentue avec la porosité des frontières. La situation, Excellence, vous le rappelez tout à l'heure, dans la région demeure plus que jamais préoccupante. À la lumière des nombreuses crises qui constituent le quotidien des États voisins, en proie au terrorisme international et à ces phénomènes connexes favorisés par la porosité des frontières, la circulation des armes. Selon l'ambassadeur de la France, la solidarité est inévitable pour faire face aux multiples menaces terroristes. Nous avons malheureusement cette menace en partage.
tout ce qui pourra porter atteinte à la sécurité du Sénégal, quelque part, portera atteinte à la sécurité de la France. Abdoulaye Daouda Diallo annonce des sessions de formation. Ce que ça donne, c'est des sessions de formation, un échange d'informations, et je le rappelle que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'élément le plus fondamental, c'est l'information. Aujourd'hui, j'ai instruit tous les services, que ce soit le commandement, que ce soit les services de sécurité, de ne procéder à aucune autorisation de manifestation, de construction d'écoles, de mosquées, ou en tout cas de toute structure qui vont dans ce sens, sans qu'il y ait une étude préalable et une autorisation préalable du ministre à ce niveau-là. Cette troisième réunion du plan d'action contre le terrorisme participe au renforcement de la coopération entre le Sénégal et la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un fléau qui déstabilise les démocraties et fragilise les jeunes États, selon le ministre de l'Intérieur. Panneaux de signalisation, panneaux d'interdiction, nous prenons la route délivrance des permis de conduire. Cheikh Tidiane, les Sénégalais investissent le secteur. Oui, Asteben, et certains malheureusement le font de manière peu orthodoxe. De notre côté, on s'est intéressé aux laveurs de voitures qui ne rêvent que de décrocher ce précieux sésame. C'est un reportage signé Adama Gueye et Cheikh Tidiane John. Obtenir un permis de conduire en passant outre la procédure légale, la démarche qui fait polémique au Sénégal. Aliou et Saliou Kébé, respectivement chauffeurs de transport en commun et mécaniciens de profession, ont eu leur sésame précieux depuis belle lurette. Ils disent passer par la voie légale avant de détenir leur permis de conduire. On a 8 ans. J'ai eu mon permis depuis 2007. Avant, j'étais apprenti carap. J'ai payé la somme de 120 000 francs pour la vignette et le permis poids lourd. 120 000. J'ai eu mon permis en 2002, au moment où j'apprenais le métier dans un garage mécanique. Et puis, dans la même année, j'ai réussi le code, mais la conduite. On m'a renvoyé puisque je conduisais avec une seule main. La main gauche, je l'avais posée sur la portière du véhicule que je conduisais. Abdou et Amadou, deux laveurs de voitures, ont embrassé le métier dans l'optique d'obtenir un permis, un projet qui leur tient à cœur. Je travaille nuit et jour pour obtenir un permis de conduire, car sans moyens, il est difficile de s'en procurer. Je demande à mes frères aînés comment faire pour obtenir un permis, mais je suis conscient qu'il me faut impérativement des moyens financiers. De 1916 à nos jours, seuls 900 000 particuliers ont pu bénéficier de permis de conduire sur les 13 millions que compte la population globale, d'après le dernier recensement du service des mines de décembre 2014. Cheikh Tidiane John, les auto-écoles au banc des accusés dans l'obtention de permis de conduire de complaisance. Naturellement, les responsables de ces auto-écoles se défendent, mais les faits sont réels. Beaucoup de personnes déboursent des sommes d'argent pour l'obtention de permis de conduire sur la route de ces magouilles. Fatou Kinedem Adama Gueye. Première étape, maîtrise du code de la route. Obtenir un permis de conduire nécessite une rigueur. Ce moniteur est catégorique. Pour passer le permis, il faut d'abord payer et présenter et déposer une photocopie d'identité légalisée, un certificat de résidence et un certificat médical. Après les études, si le moniteur pense que tu peux y aller, on peut faire passer l'examen. Autre lieu, même réponse. Il faut au minimum 1 mois pour conduire. Tout dépend du nombre de séances. Parfois, il faut 10 cours de 45 minutes. Même si elles se disent très strictes dans leur démarche, ces structures sont souvent indexées dans le trafic illégal de permis de conduire. Souvent, des personnes nous proposent de l'argent pour obtenir le permis de conduire, mais nous, notre rôle est de les former. Selon ce citoyen, les règles sont souvent faussées dans le processus d'obtention du permis. Beaucoup ne maîtrisent pas le code de la route. La plupart des chauffeurs négocient pour obtenir le permis. Un autre problème, beaucoup ont appris à conduire sur le tas, un phénomène qui favorise la recrudescence des accidents.
Fatou Kinedem et des arrestations de personnes trafiquant de permis de conduire, il y en a eu récemment, le directeur des mines confirme. Il annonce en outre un nouveau programme fiable et efficace en gestation. Par ce canal, le service des mines compte verrouiller le système contre les trafiquants. Samba Ndiaye est le directeur du service des mines. Il est au micro de Chertidiane John. Le jeudi après-midi, que la gendarmerie m'a saisi pour me dire qu'on avait arrêté une personne qui faisait du faux. Et quand je me suis rendu dans les locaux de la gendarmerie, effectivement, j'ai constaté qu'on avait essayé d'imiter ma signature. Le jeudi après-midi, que la gendarmerie m'a saisi pour me dire qu'on avait arrêté une personne qui faisait du faux. Et quand je me suis rendu dans les locaux de la gendarmerie, effectivement, j'ai constaté qu'on avait essayé d'imiter ma signature. Et la séance tenante, je leur ai dit que c'est des faux permis de conduire sur lesquels on a essayé d'imiter ma signature et il n'y avait pas un cachet sec de mon service. Ce qui fait donc que, séance tenante aussi, j'ai porté plainte contre X pour faux et usage de faux. Tant qu'on n'a pas fait le code, l'examen de code et la pratique, tout permis obtenu est du faux. Personne ne peut avoir un permis de conduire au Sénégal sans avoir donc fait les tests. Il y a un projet du ministère qui tend donc vers la sécurisation des titres de transport, les cartes grises, les licences et aussi les permis de conduire. Et sur les prochains permis de conduire sécurisés, il y aura des puces où il y aura donc toutes les coordonnées des personnes en titulaire de permis de conduire. Le permis en poche, Chertidiane, allons au resto, glacier et période de froid, commerce au ralenti. Oui, malheureusement, les clients viennent au compte-gouttes, mais la mévente, heureusement, n'a aucune conséquence sur les produits. C'est un reportage signé Pape Nderifal et Younous Diata. Les crèmeries ou les glaciers ne sont plus des lieux de grande fréquentation des populations. Les vendeuses ont vu leur chiffre d'affaires à la baisse en cette période de froid. Notre chiffre d'affaires a connu une baisse et c'est normal parce qu'on n'a plus beaucoup de clients. Selon Marie, cette mévente n'a aucune conséquence sur leurs produits. Les étrangers sont leurs principaux clients. Il n'y a pas de conséquences parce que les produits sont bien conservés, surtout les étrangers. Ces rares clients trouvés sur place parlent d'une habitude de consommer de la glace. Pas accidentellement, c'est pour ma petite fille. C'est assez ponctuel. Mais il faut dire que c'est beaucoup plus en période de chaleur que les glaces sont consommées. La glace, un produit qui se vend rare ces temps-ci. Les vendeuses se tournent les pouces à longueur de journée en attendant un hypothétique client. La CBAO ouvre ses portes à travers une journée à cœur ouvert avec comme objectif à semaine d'améliorer la qualité du service. Un contact direct avec les clients pour une satisfaction totale de leurs besoins, communiquer avec les clients et échanger avec les associations consuméristes pour un meilleur service. Aïssatou Païfal. Journée cœur ouvert de la CBAO, filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Une approche, une démarche participative en vue de promouvoir un meilleur cadre d'échange. L'administrateur directeur général, Abdelkrim Rahmi, à cet effet souhaite améliorer le taux de bancarisation au Sénégal. Alors cette journée a été organisée à l'initiative de la CBAO pour échanger avec l'ensemble des partenaires concernés par la qualité de service de nos produits, notamment les différentes associations de consommateurs. Et nous avons voulu échanger sur des thèmes de qualité de service. C'est tout un chantier qui va être mis en œuvre pour continuer cette œuvre et ne pas se limiter à cette réunion. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait d'autres réunions. Le but étant d'attirer un maximum de citoyens vers le secteur bancaire. C'est dans cette perspective que le directeur a procédé à la signature d'une charte de qualité. Objectif, proximité avec les clients, transparence dans la gestion. La charte de qualité est en réalité un engagement de l'ensemble des collaborateurs de la CBAO que j'ai représenté pour s'engager à offrir le meilleur service aux citoyens. Les meilleurs services, c'est d'abord la rapidité, l'écoute, le respect, l'information. Et tout ça fait partie du service bancaire. La filiale du groupe Attijari Wafa Bank se dote de nouveaux moyens, relève de nouveaux défis pour une amélioration des services offerts aux consommateurs, le client, la raison d'être de la CBAO.
L'actualité internationale à présent nous mène en Tunisie et en Syrie et au Niger où les militaires se disent prêts à se déployer au Nigeria contre Boko Haram. C'est avec Chertiyan Dion. Dans la région du lac Tchad, l'urgence est désormais la lutte contre la secte Boko Haram. La réponse est régionale avec une force militaire multi-États sur le terrain. Le Niger, dont le territoire subit des attaques franches des groupes islamistes Boko Haram, est déjà mobilisé. Son parlement vient d'approuver le déploiement des troupes de l'autre côté de la frontière. À Difa, par exemple, une opération d'envergure qui se prépare avec la coordination des troupes tchadiennes, des forces spéciales françaises, américaines et canadiennes. À l'exception des services d'urgence, des pharmacies et des boulangeries, l'essentiel des commerces et bureaux de la région de Tataouine sont restés fermés selon l'Union régionale du travail. La ville de Ben Bourdine, dans la région de Médinine, près de la frontière, est aussi paralysée. De brèves heures y ont opposé de jeunes manifestants à la police. Les syndicats dans ces régions réclament la création d'emplois, la suppression d'une taxe de sortie de territoire tunisien, l'assouplissement des contrôles douaniers sur le transport des marchandises. Une personne est morte lors de ces affrontements. Kayla Muller, âgée de 26 ans, la jeune femme originaire de l'État d'Arizona, elle a été enlevée en Syrie dans la région d'Alep, voilà plus d'un an alors qu'elle tentait de sortir d'une zone de combat. La famille de Kayla Muller avait demandé qu'aucune information ne soit diffusée sur l'enlèvement par les terroristes en espérant que ce silence protégerait la vie de la jeune volontaire. Mais les djihadistes affirment que la travailleuse humanitaire a trouvé la mort lors d'un bombardement en représailles à l'assassinat d'un pilote jordanien. Toutefois, la Maison-Blanche ne confirme pas cette fois-ci cette information. Football, depuis l'élimination du Sénégal à la CAN 2015 et la démission d'Alain Giresse, la question d'opter pour l'expertise locale ou étrangère se pose. Qu'en pensent les Sénégalais? Qu'en pensent les experts? Le débat se pose dans ce reportage signé Pape Chardiak et Younous Diatta. Un entraîneur local ou un entraîneur étranger pour remplacer Alain Giresse sur le banc des Lions, la question se pose avec acuité depuis la déconvenue du Sénégal à la CAN 2015. Je suis pour un coach local. À mon avis, il y a quelqu'un dans ce pays qui peut faire l'affaire. Il faut juste leur donner leur chance. Les coachs locaux ne peuvent pas tous être limités. Ce n'est pas possible. J'aurais choisi un Sénégalais, un patriote, un joueur de la génération de 2002. Ils ont l'expérience, ils ont la patrie, ils sont des patriotes. Et puis, ils croient au Sénégal. Et surtout l'expérience, j'insiste beaucoup sur l'expérience. Et puis, ils connaissent le football sénégalais, comment ça marche, le football africain. Donc, je pense que le meilleur choix, ce serait de prendre des joueurs de la génération 2002. Dans un souci d'éviter une rupture brutale et semer le doute inutilement, la Fédération sénégalaise de football a décidé, de concert avec la tutelle, de procéder à une consultation au lieu d'un appel à candidature. Je pense que c'est une démarche logique, étant entendu qu'ils sont liés par un problème de temps et que l'État les a sommés d'en chercher un dans les plus brefs délais. Je pense que dans ces conditions-là, bon, on peut laisser à la Fédération le soin de voir, de chercher et d'apprécier, de mettre en place quelqu'un qui a le profil. Je crois que c'est une démarche cohérente. Je ne décris pas cette idée, mais la Fédération quand même devrait y associer, je veux dire, les acteurs du foot. Ne serait-ce qu'en puiser leur, je veux dire, leur vision, parce que c'est un choix où il ne faudrait pas y aller à la va-vite. Le Sénégal cherche sélectionneur depuis l'élimination des Lions de la CAN 2015. Plusieurs entraîneurs auraient manifesté leur volonté de manager la tanière. Dernière partie de cette édition d'information coopération économique entre États. Le dossier du jour nous montre les ficelles qui nouent ces accords. Oui, quelle coopération choisir pour les États africains? Faut-il miser sur les institutions de Bretton Woods ou tendre vers la coopération bilatérale? Élément de réponse dans ce dossier signé Ibrahima Khan et Mardia.
Pour soutenir et booster leur économie respective, les États, notamment africains, coopèrent soit avec les institutions de Bretton Woods ou avec des pays développés, une coopération bilatérale. Quelle différence faut-il noter entre ces deux types de coopération? C'est en fait des banques qui ont été montées par les pays, donc ces banques n'appartiennent à personne. Et comme une banque, elle fonctionne normalement comme une banque, demandant des garanties. Mais là, les garanties sont souvent d'ordre institutionnel et d'ordre administratif. C'est-à-dire que donc, en acceptant cette coopération, vous acceptez quand même les conditionnalités, on les appelle comme ça, posées par ces banques-là. De cette coopération multilatérale, il y a également la coopération bilatérale entre pays, deux pays amis qui coopèrent suivant des domaines spécifiques. Maintenant, il est apparu avec le développement de certains pays du Sud, notamment les pays émergents, ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud. Donc entre pays en développement ou entre pays émergents et pays sous-développés. Entre ces deux genres de partenariat, lequel demeure plus avantageux pour nos économies? Faut-il privilégier la coopération multilatérale ou élargir le domaine de coopération? L'un dans l'autre, n'est-ce pas, ces deux formes de coopération ne s'excluent pas. Au contraire, cela pourrait être peut-être une certaine complémentarité, n'est-ce pas, qui permettrait aux pays de pouvoir diversifier leurs partenaires, de pouvoir également mettre à profit différentes formes, n'est-ce pas, de coopération dans le cadre de leur processus de développement économique et social. Ils ont presque échoué partout, depuis 30 ans, 25 ans, ils sont dans les pays africains et la pauvreté augmente. Par conséquent, je crois que si on peut contourner cette forme de coopération comme Edouard l'avait fait, c'est mieux. Aller vers les pays arabes, qui donnent sans compter et qui vous donnent sans conditionnalité. Sous le magistère du président Wade, le Sénégal avait beaucoup plus élargi son champ de coopération, notamment avec l'Inde, la Chine et les pays arabes. Tout le contraire du régime actuel, selon cet économiste. Au-delà de la Chine, de la Turquie, je n'ai pas encore vu de grands mouvements, en tout cas porteurs de progrès, porteurs en tout cas des mouvements porteurs d'une coopération assez dynamique. Et je crois que le président Macky Sall gagnerait en tout cas à fortifier un peu cette forme de coopération. La coopération, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale, est un mécanisme pour les États en vue de développer leurs économies. Toutefois, chaque État doit préserver ses intérêts avant de signer des accords de coopération. Ibrahima Kane Mardien, merci. C'était le dernier élément de ce journal. La semaine, merci. Et rendez-vous demain. Inch'Allah, cher Tidiane, merci à vous. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en Images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.